Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Pierre Réverdy, un poète majeur, central pour la modernité, mais qui reste parfois un peu énigmatique, non? Oui, c'est vrai. Lié au cubiste, mais tellement indépendant dans son cheminement. Exactement. On va essayer, avec nos sources, critiques, témoignages, de mieux cerner sa poésie, sa vision de l'art, et puis ses relations, parfois complexes avec les grands noms de son époque. Tout ça autour de sa quête d'une émotion poétique pure. C'est une figure essentielle du début du XXe siècle, il faut le dire. Il a vraiment marqué le jeune breton, par exemple. On voit des traces de Reverdy dans les débuts du surréalisme. Ah oui, et son rôle dans le cubisme. Certains le voient comme un théoricien du cubisme, peut-être même plus rigoureux qu'Apollinaire dans ses écrits. Et puis, sa revue, Nord-Sud, bien sûr, c'était un peu le point de rencontre, le pont entre Montmartre et Montparnasse. Justement, ce lien au cubisme, Braque qui parle de cordée en montagne avec Picasso et lui. C'est fort comme image. Très fort. Et Riverdy défendait leur art, bec et ongles, comme un art de création, qui tournait le dos à la simple imitation. Il y a cette anecdote amusante rapportée par Léger, je crois. Delaunay qui dit des toiles cubistes, mais il peigne avec des toiles d'araignée. C'est ça. Et Riverdy, hop, il reprend l'image. C'est typique de sa façon d'intégrer les choses. Mais il faisait une distinction, n'est-ce pas, entre les vrais cubistes et les autres. Ah oui, très tôt, il a été très tranchant là-dessus. D'un côté, les novateurs, ses amis, Braque, Picasso. De l'autre, les suiveurs, les anecdotiers, comme il disait. L'anecdote, pour lui, c'était vraiment l'ennemi de la création pure. Cette exigence, on la retrouve dans sa poésie, j'imagine. C'est quoi le cœur de sa poétique littéraire? Le cœur, c'est l'image. Mais attention, pas la comparaison facile, hein. C'est une création pure de l'esprit, le rapprochement inattendu de deux réalités éloignées. Pour créer une étincelle nouvelle? Exactement. C'est une manière de refuser les images toutes faites. Peut-être un petit tacle discret à Mac Jacob, d'ailleurs. Et puis, il insiste sur la présentation. Créer un fait poétique neuf contre la représentation qui ne fait qu'imiter. Même Braque a eu droit à cette petite correction, il me semble. Oui, même Braque. Et son refus de l'autobiographie directe, ça va dans le même sens. Le jeu est là, bien sûr, mais il est distancié. Il vise l'universel, pas de petite histoire personnelle. Et la forme, les blancs, la typo, c'est frappant comme ces poèmes sont aussi des objets visuels, des pierres disjointes, un horizon typographique. On y revient à ces toiles d'araignée d'une certaine façon. Tout à fait. La mise en page est essentielle. C'est pas juste de la déco. Ça participe au sens, à la structure, à la respiration du poème. Et comment il écrivait, lui? On dit que c'était rapide. Oui, il parlait d'une genèse ultra rapide. Le poème devait sortir tout fait, en un clin d'œil. Bon, ça veut pas dire sans travail, hein, mais la composition mentale devait être très intense et rapide, sans rature visible en tout cas. Et cette fameuse émotion poétique qu'il recherchait. Ce n'était pas l'émotion brute alors. Ah non, justement, c'est là tout le paradoxe. Il rejette l'épanchement direct, le lyrisme facile. Pour lui, l'émotion poétique, la vraie, elle naît de la distance, de la maîtrise, de la forme. C'est cette mise à distance qui permet la communion avec le lecteur, qui révèle un inconnu partagé. Une sorte d'empathie, mais distanciée. C'est un peu ça, oui, une révélation de l'essence des choses, pas juste un cri du cœur. Et l'homme derrière tout ça, on le décrit comme intense aussi, voire colérique. Oui, un caractère fort, entier, c'est sûr. Son retrait insolème, 126, ce choix de Dieu, même s'il a été déçu ensuite par l'institution, ça montre bien cette quête d'absolu. Et ses relations? Complexe. Une amitié indéfectible avec Braque, une admiration critique pour Mac Jacob, une liaison importante avec Coco Chanel, une influence énorme sur Breton, et puis plus tard, une belle amitié avec Jacques Dupin. Il y a ce beau témoignage d'Antoine Rémondière. Adolescent, il rencontre Réverdy. Il le voit comme un roi de la poésie. Et Réverdy qui lui dit « Bonjour collègue ». Ah oui, c'est un geste magnifique. Ça montre aussi une forme de reconnaissance sous l'apparente froideur. Et Réverdy et Braque l'ont aidé à publier d'ailleurs. Une stature, vraiment. Et cette exigence, on la retrouve aussi quand il écrit sur l'art. Tout à fait. Dans ses écrits comme Note éternelle du présent, il refuse l'anecdote biographique facile, la description pure et simple des œuvres. Il cherche à se placer ailleurs. Oui, dans ce qu'il appelle l'angle privilégié. Ni le théoricien froid, ni le chroniqueur mondain. C'est l'artiste qui parle à l'artiste d'une expérience sensible partagée. Sa prose elle-même est très reverdienne, si j'ose dire. C'est-à-dire Pleine d'hésitation, de réticence. Elle approche l'œuvre par la tension, par l'émotion ressentie, pas par un discours tout fait. Pour lui, l'homme, c'est l'œuvre. C'est indissociable. Donc pour résumer un peu,
Reverdy, c'est le poète de la tension. Tension entre la rigueur, l'émotion contenue, entre le mot et l'image, entre l'isolement choisi et les liens très forts qu'il a noués. Exactement. Et sa quête d'une parole essentielle, débarrassée du superflu, de l'anecdotique, de l'exposition de soi, ça nous interroge beaucoup aujourd'hui, non? Ah oui, comment ça? Mais à notre époque, saturée d'immédiateté, de confessions publiques permanentes sur les réseaux et ailleurs, quel espace reste-t-il pour ce que Reverdy cherchait? Ce secret, cet intime, cet inconnu qu'il voulait révéler par la poésie, cet inconnu en lui-même qu'il disait ne pouvoir se prouver qu'en écrivant. C'est une question qui reste ouverte, je trouve.